dans le contexte de la mobilisation populaire des Gilets jaunes et des mobilisations de la jeunesse sur le climat. Une loi a été adoptée par le Parlement à l'initiative du gouvernement, lequel a repris une proposition de loi de son opposition de droite des Républicains. Cette loi s'intitule « Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations ». Elle est adoptée depuis le 13 mars, mais elle est soumise au Conseil constitutionnel qui rendra son avis demain, jeudi 4 avril. Et donc, à la veille de cet avis, nous avons voulu, avec des activistes du droit de manifester, des mobilisations sociales et des spécialistes, des juristes, des avocats, des magistrats et toutes sortes d'autres analystes et personnes concernées, partager leur expérience pour expliquer pourquoi cette loi va faire reculer un droit fondamental. Vous connaissez le prétexte. Des gens abusent du droit de manifester. Donc, s'ils abusent du droit de manifester, on va réduire le droit de manifester. Non. Si c'est un droit fondamental, on a le droit de l'exercer. Et puis après, et on en parlera avec des professionnels du droit, la justice sanctionne éventuellement des abus. Là, on fait tout autre chose. On dit, puisqu'il y a des abus, on va réduire à peau de chagrin votre droit fondamental. Ça n'arrivera pas qu'aux autres, ça vous concerne tous. Et imaginez, il y a une presse indépendante, libre, par exemple Mediapart, qui dérange les pouvoirs, qui révèle tous les épisodes de l'affaire Benalla. Elle abuse du droit. Cette presse qui trouve les vérités que le pouvoir ne veut pas livrer. Elle abuse du droit de la presse. Ah ben, on va réduire la liberté de la presse. Voilà de quoi on va parler ce soir. Voilà pourquoi c'est un moment grave. Et nous allons d'abord en parler avec Katia Dubreuil. Merci d'être là. Vous êtes magistrate, vous êtes au syndicat de la magistrature, vous en êtes la présidente. Alors, tout simplement, du point de vue de la magistrate que vous êtes, le syndicat de la magistrature incarne cette idée que l'état de droit, ce n'est pas le droit absolu de l'État. C'est la possibilité d'opposer le droit aux excès de l'État. Et vous l'incarnez au cœur de la magistrature, aussi bien magistrat indépendant du siège ou magistrat dépendant hiérarchiquement du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du parquet. Alors, tout simplement, pourquoi cette loi? Pourquoi sommes-nous rassemblés ce soir? Et pourquoi avez-vous accepté, au fond, d'ouvrir cette soirée qui va durer 3 heures? Eh bien, cette loi, elle se situe finalement dans le prolongement d'une évolution que les défenseurs des droits dénoncent depuis longtemps, et le syndicat de la magistrature participe bien sûr à cette dénonciation. C'est une sorte de débordement du droit pénal et une sorte aussi de débordement de la police administrative. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années? Alors, la police administrative, il faut préciser, c'est pas vous, justement. C'est pas nous. La police administrative, c'est le droit pour l'autorité administrative de prendre des décisions qui permettent de prévenir les atteintes à l'ordre public. Donc le pouvoir exécutif, les préfets. Et c'est effectivement sous l'égide du pouvoir exécutif. Et notre état de droit est fondé sur le fait que les atteintes aux libertés, et c'est d'ailleurs dans la Constitution, c'est l'autorité judiciaire qui les contrôle, parce que l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir exécutif. Donc il y a la séparation des pouvoirs. Et donc les atteintes aux libertés, c'est l'autorité judiciaire qui doit se pencher dessus. Et le pouvoir administratif ne peut prendre des décisions sans, effectivement, des décisions qui seraient trop restrictives par rapport à la fois à la liberté, par exemple des décisions qui permettent d'enfermer des personnes ou qui vont anéantir un certain nombre de droits fondamentaux comme la liberté de manifester, de s'exprimer, d'avoir une vie privée, etc. Et l'évolution qui est à l'œuvre, et elle a commencé notamment avec les lois antiterroristes et l'état d'urgence prolongé, puis qui est entré dans le droit commun. Donc sous la présidence précédente, et puis aggravée par la banalisation dans le droit commun au début de la présidence Macron. En octobre 2017, c'est que finalement, ce qui se produit, c'est que l'autorité administrative peut prendre des mesures de plus en plus coercitives. Alors elle n'est plus dans la prévention, elle est dans la coercition. Elle peut prendre des mesures qui permettent, par exemple, d'aller perquisitionner
perquisitionner chez des personnes, d'assigner des personnes à résidence, etc. On nous disait, ne vous inquiétez pas, nous, évidemment, ce sont des mesures qui, pour nous, relèvent de l'autorité judiciaire et l'autorité administrative qui est placée sous l'autorité du pouvoir exécutif ne pouvait en aucun cas prendre ce genre de mesures extrêmement coercitives pour les personnes. Mais on nous disait, ce n'est que limité aux actes, enfin, à la prévention des actes de terrorisme. Et comme toujours dans ce genre de cas de figure, malheureusement, les dispositifs qui sont prévus pour des exceptions s'étendent. Et là, on en a vraiment la manifestation très claire avec cette loi concernant le droit de manifester qui vient traduire cette logique-là en ce qui concerne le droit de manifester. Alors nous, au syndicat de la magistrature, on a déjà dénoncé et on dénonce toujours ce qui se passe du côté de la justice, le traitement par l'autorité judiciaire de ces mouvements sociaux qui se produisent à l'occasion des manifestations. Il y a eu un nombre d'interpellations extrêmement important. On va revenir sur ça. Précisons bien donc ce que vous avez dit. En clair, c'est que cette loi, et c'est son fameux article 2, permet, sur simple renseignement de police, fichage de police, anonyme, pas validé, pas de contradictoire, pas de juge indépendant, de décider que des personnes sont empêchées de manifester. Oui, c'est une des dispositions importantes dans cette loi, pour laquelle d'ailleurs nous on a saisi le Conseil constitutionnel d'observation et on espère qu'il va y faire droit, on n'est pas les seuls. C'est une disposition qui prévoit que sur la base de simples renseignements, donc des informations qui ne sont pas sourcées, qui relèvent des notes blanches finalement, dans lesquelles les policiers qui travaillent dans ces services n'ont pas besoin de dire que telle information qu'ils ont et qu'ils donnent vient de telle investigation précise, de telle constatation précise, mais des notes blanches qui ne sont pas sourcées, qui ne sont pas justifiées. Et sur cette base-là, et sur la base de critères extrêmement flous, la menace pour l'ordre public que constituerait le comportement d'une personne qui aurait déjà participé à des manifestations et qui, effectivement, aurait été présente dans des manifestations dans lesquelles il y aurait eu des atteintes graves à l'ordre public, des violences, des dégradations, eh bien, le préfet va pouvoir décider de lui-même de les priver de leur droit de manifester, notamment par des interdictions. Alors ça peut être pour une manifestation ponctuelle, ou ça peut être aussi pour une durée très longue, de 1 mois, avec des obligations de pointage. De pointage au commissariat. Montrer qu'au moment de la manifestation, ils sont dans le commissariat. Exactement. Des gens qui n'ont pas été condamnés. Des gens qui n'ont pas été condamnés et en plus qui relèvent précisément si des gens ont commis des violences ou des dégradations, la justice doit être saisie. Si la police a connaissance de tels faits, la justice doit être saisie. Donc, si on se situe dans le cadre d'affaires pénales, la justice, elle peut condamner pour des violences et des dégradations, et elle peut d'ailleurs interdire aux personnes ensuite de manifester ou de se rendre à tel ou tel endroit. Ça fait partie des attributions de la justice, et ça revient à la justice. Mais là, on considère que pour des faits dont la justice soit aurait déjà été saisie, mais elle aurait considéré que ce n'était pas suffisamment caractérisé, pas suffisamment prouvé pour pouvoir condamner, soit dont la justice n'aurait pas été saisie, et là on se demande bien comment, puisque, encore une fois, s'il y a des violences et des dégradations, la justice doit être saisie, eh bien, c'est le préfet qui, de sa propre initiative, va prendre cette décision. Alors, vous le rappeliez, dans les Gilets jaunes qui durent depuis un peu plus de 4 mois, on en est à 2000 condamnations, si je ne me trompe, dans le chiffre. C'est les chiffres qu'a donné la garde des Sceaux. Donc une sorte d'abattage comme ça judiciaire. Et là, quand même, une question est... En écoutant tout ça, on se dit que c'est comme ça que s'installe un État autoritaire, puisqu'un État autoritaire, c'est au fond un État où l'État fait ce qu'il veut, et où il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de balance, de contrôle, et donc on le voit là, concernant simplement l'expression populaire. L'expression d'une protestation sociale, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est comme ça que les droits sont en jeu. Je voudrais vous faire entendre un audio pour qu'on parle du rôle du parquet. Du parquet, c'est-à-dire de la partie de votre corps professionnel qui est soumise au pouvoir exécutif. Cet audio est un audio anonyme, mais nous savons qui c'est, d'un policier parisien, un officier de police judiciaire, qui raconte les consignes qu'ils reçoivent au moment des samedis, des manifestations des Gilets jaunes. Là, le problème, c'est qu'on a une hiérarchie qui nous demande de placer en garde à vue automatiquement. C'est-à-dire que l'officier de police judiciaire devient juste une machine à placer en garde à vue. Et ces instructions-là ont même été écrites, hein. Oui, il y a eu un mail donc, qui a été envoyé sur un des week-ends, précisant bien que toutes les interpellations suite aux manifestations Gilets jaunes devaient bien être placées en garde à vue. Alors après, il y a des discussions qui se font entre les policiers sur
finalement un petit peu le sens de notre mission, le sens de tout ça. Il y a des policiers qui ont refusé, qui n'ont pas placé en garde à vue sur des infractions comme ça. La difficulté, c'est que derrière, en fait, tout est suivi en temps réel par l'état-major et que immédiatement, donc on vous demande de nous rendre des comptes, puisque l'état-major sait combien de personnes il envoie dans quel commissariat, et il faut qu'il y ait un suivi en temps réel qui se fait. Donc si vous ne passez pas en garde à vue, on doit remplir des tableaux en permanence, il faut s'en expliquer. Témoignage exclusif d'un policier recueilli par Pascal Pascariello de Mediapart, qui interviendra tout à l'heure. Donc en clair, voilà, le parquet avec le nouveau procureur de la République qui a en plus donné des consignes, les assumant. Comment vous réagissez, vous, magistrate, qui avez choisi d'être magistrate face à ça ? Non, mais c'est sûr qu'on a à la fois dans les textes et dans la pratique actuelle, l'application de ces textes actuellement, notamment au parquet de Paris, l'utilisation, le détournement, à notre sens, de la mesure de garde à vue à des fins de maintien de l'ordre public. Ce qui est extrêmement problématique. La garde à vue, c'est la possibilité pour un policier de garder une personne à sa disposition pour pouvoir conduire une enquête quand on a des raisons plausibles de penser que la personne a commis une infraction. La garde à vue, ça ne sert pas, c'est une privation de liberté qui peut durer 1 jour, 2 jours, même plus dans certains types d'affaires, et ça ne sert pas à maintenir l'ordre public, ce n'est pas le but. La justice, elle travaille sur la base d'infractions, et c'est ça qui fait qu'il y a un droit à la sûreté du citoyen, c'est-à-dire qu'il ne risque pas d'être incarcéré ou privé de sa liberté de manière arbitraire, c'est que la justice, elle se base sur des textes qui disent telle chose est interdite, si vous commettez cette chose précisément, vous pouvez être privé de votre liberté, il peut y avoir des peines, etc. Une réponse pénale. En l'occurrence, la garde à vue, elle ne sert pas à empêcher que des gens se rendent sur le terrain de manifestation parce qu'on voudrait éviter des débordements. Elle doit servir à pouvoir apporter la preuve, effectivement, que des faits ont été commis. Et ce qui s'est produit depuis plusieurs semaines, et notamment ce week-end du 8 décembre, où il y a eu plus de 1000 interpellations sur Paris et de garde à vue sur Paris, dont finalement les 3/4 ont été classés sans suite, ce qui montre bien que finalement, il n'y avait pas matière à faire des gardes à vue parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient en garde à vue alors qu'elles n'avaient commis aucune infraction. C'est un détournement, effectivement, de la mesure de garde à vue à des fins de maintien de l'ordre. Alors, qu'est-ce qui est utilisé dans ces cas-là ? C'est l'infraction d'attroupement en vue de commettre des violences ou dégradations, qui est extrêmement floue, qui est une infraction qu'on avait dénoncée quand elle est entrée dans notre ordre juridique en 2010 et qui a permis finalement de placer des gens en garde à vue parce qu'ils avaient des lunettes de piscine et un gilet jaune, et on disait, puisqu'ils ont des lunettes de piscine, ils veulent se protéger par avance des gaz lacrymogènes, donc ils veulent aller dans des endroits chauds où on va en découdre, donc c'est bien la preuve qu'ils ont l'intention de commettre des violences ou des dégradations. Vous voyez le raisonnement, aucune juridiction ne pourrait condamner pour ça. En revanche, la garde des Sceaux a fait une circulaire, et ça a été relayé par le procureur de Paris notamment, qui a permis de faire des milliers de gardes à vue sur ces motifs-là. Ce sont des détentions arbitraires, de fait. Ce sont des gardes à vue qui sont extrêmement contestables. Et notre crainte par rapport à cette loi, c'est qui introduit aussi le délit pour la dissimulation du visage pendant les manifestations, c'est qu'on puisse en faire de même avec cette infraction-là. Alors, Katia Drury, merci. Pendant que Olga Mahmoudi, universitaire, va prendre votre place, je passe à Florian Borg. Vous représentez le syndicat des avocats de France. Oui, bonsoir. Donc l'autre pilier, je dirais, de la justice, ceux qui viennent nous défendre, nous les justiciables. C'est vous, le syndicat des avocats de France, qui avez interpellé le procureur de la République de Paris sur ces consignes qui ont été révélées à la fois par le Canard enchaîné et par Mediapart, sur des consignes données du procureur de la République, nommé par le président de la République, totalement dépendant de lui, un homme à lui, demandant de faire ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'on n'est pas quand même, mine de rien, marche par marche, pas par pas, devant l'installation d'un début d'État autoritaire? On est en plein dans la confusion, y compris des rôles. On a vu la ministre de la Justice se déplacer directement le soir du 8 décembre, je crois. Enfin, peut-être pas la bonne date, dimanche, mais le lendemain, le 9 décembre. Le 9 décembre, venir parader en disant on va être très sévère, mais c'est pas à elle de dire si on va être sévère ou pas. Donnant des consignes. Donnant des consignes très précises. Alors, elle a donné des consignes dans le cadre de la politique générale, mais pas sur des cas précis. Ces consignes se transforment en des circulaires dont on n'a pas forcément communication, et on trouve par hasard une circulaire du procureur de Paris qui effectivement va donner des consignes, et il l'assume.
et on est en ce moment en train de l'interroger pour savoir qu'est-ce qu'il assume exactement. Il assume que la garde à vue puisse se dérouler plus longtemps que nécessaire, donc plus longtemps que la question de l'infraction pénale, pour éviter que les personnes ressortent dans la rue et retournent en manifestation. Donc on est vraiment dans une privation de liberté. On a quand même l'impression, à la fois avec la loi et ce qui se passe, qu'on est dans vraiment une restriction forte de la manifestation. La manifestation, c'est le proto-langage de la démocratie. C'est le b.a.-ba. Expliquez, proto-langage. Proto-langage, c'est-à-dire qu'avant même de pouvoir écrire dans des journaux, avant même de voter, et ça a toujours été les peuples, quand ils sont mécontents de leurs gouvernants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dans la rue, ils hurlent, ils crient. C'est ça la manifestation. C'est comme ça que s'invente la démocratie. C'est comme ça que Regardons en Algérie, par exemple, actuellement. Par exemple en Algérie. Et donc même sous un régime autoritaire, la manifestation est une méthode d'expression, même quand le droit de vote n'est pas totalement ouvert. Et donc toucher à ça, et notamment le texte de loi tel qu'il le prévoit, c'est vraiment donner au pouvoir exécutif, au préfet, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au Président de la République, la possibilité de museler son opposition. Donc d'interdire, notamment, parce que c'est des interdictions individuelles dans le texte de loi qui est soumis au Conseil constitutionnel, c'est notamment la possibilité de viser les porte-parole et les meneurs des mouvements. Donc c'est de décapiter le mouvement en interdisant la manifestation. Et c'est pas nouveau, on a un vrai précédent sur l'état d'urgence, qui est l'interdiction notamment de militants écologistes au moment de la COP21. Au prétexte des attentats, c'était après les terrasses et le 13 novembre. En fait, c'est les écologistes. C'est les écologistes, parce que les écologistes, aujourd'hui, ce sont ceux qu'on considère les plus pénibles pour les projets qui vont bétonner une partie du territoire. Donc c'est vrai que ce sont les plus tenaces, mais aujourd'hui, sur les Gilets jaunes, c'est la même chose. Et ça va être l'interdiction, et on l'a vécu pour l'état d'urgence, sur des suspicions. Et je donne un exemple, parce qu'il faut bien qu'on se rende compte comment ça pourrait se passer. Imaginons un porte-parole des Gilets jaunes qui se retrouve sur un rond-point à allumer un brasero avec d'autres pour se réchauffer, parce que sur les ronds-points, on est en période hivernale, donc on a besoin de se réchauffer. Vous avez derrière une note blanche, donc non signée, non datée et très peu circonstanciée, qui va dire « cette personne-là allume des incendies sur des ronds-points, ça a dégénéré, etc., etc. » Ça a pu dégénérer. Donc il est mis en cause. Vous imaginez bien qu'après, vous voyez le lapsus assignation à résidence. Non, interdiction de manifester, donc de se rendre sur un lieu de manifestation, et on verra que le territoire est très large, et la durée peut être très très large, puisqu'elle est en réalité pas limitée, ça va être sur, cet homme-là est un incendiaire, sur une note blanche de police. Parce qu'on l'a vécu sur les notes blanches de l'état d'urgence. On avait des gens qui étaient terroristes parce qu'ils avaient vendu 30 ou 40 Corans. Donc ça va être la même chose, extrapolation. Vous arrivez devant un juge, le kiosque à journaux qui brûle, voilà, incendiaire égale, et donc vous confirmez la mesure. Florian Borg, il y a même un exemple qui est sorti récemment, à l'occasion d'un voyage scolaire, des lycéens du lycée Arago, qui avaient participé à un blocage à un moment. On a tous été jeunes, et on s'active, et on fait des choses. Et aujourd'hui, sur le climat, ils le font. Bon, des modes d'action comme ça. Des lycéens, les professeurs les emmènent à un voyage scolaire pour passer la frontière, et on s'aperçoit que ces lycéens sont des lycéens, des adolescents, sont fichés S. Pour des poubelles montées de fichés S, c'est-à-dire comme fiché S, on est d'accord, c'est normalement, attention, un radicalisé terroriste. Alors, c'est quelqu'un qui a une mesure contre lui et qui va rentrer dans certains critères. Et donc, on va retrouver dans le fichier des personnes recherchées, avec la nouvelle loi, on va intégrer dedans les personnes qui sont interdites de manifestation. Donc, on va rajouter des éléments de surveillance dans ce texte de loi. Et toujours, notamment sur des mesures à l'origine de police administrative. Et la police administrative, vous l'avez rappelé au début, c'est bien le pouvoir de l'exécutif. Donc, c'était bien un pouvoir politique. Et donc on a bien là l'utilisation d'un pouvoir politique contre une manifestation politique. Et c'est là où on est dans les fondamentaux de la démocratie, sans parler des textes de la République. C'est 1881, la liberté de réunion et la liberté en même temps que la liberté de la presse. Exactement. Et la liberté de manifestation, le texte de la liberté de manifestation, c'est un copier-coller de la liberté de réunion et qui est visé à encadrer notamment dans les années 30 par rapport à la fois aux ligues factieuses, mais qui a donné aussi le Front populaire. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont derrière. Et vraiment, nous, la crainte, c'est que comme on l'a vécu sur l'état d'urgence, on connaît la machine derrière.
On sait, et notamment nous, ce qu'on a levé devant le Conseil constitutionnel, on ne l'a pas fait seul, puisque le syndicat de la justice administrative, qui est un syndicat qui n'a pas d'obédience politique et qui est majoritaire chez les juges administratifs, a fait la même remarque. 48 heures pour contester une mesure d'interdiction de manifestation, voire même moins de 48 heures, parce que si on ne trouve pas la personne à son domicile, on va lui notifier la mesure au moment de la manifestation. Ça veut dire qu'il y a un recours impossible. Le recours effectif n'est pas possible puisqu'on ne peut pas saisir le juge dans les 48 heures. Et les magistrats administratifs disent eux-mêmes, ceux qui sont chargés de contrôler la mesure, c'est pas possible de laisser le temps à la personne d'écrire un mémoire pour justifier, parce que c'est à lui de justifier que la mesure n'est pas légale, hein. Donc de se défendre, d'organiser une audience, de permettre un contradictoire et de rendre une décision derrière. Et en réalité, comme la mesure sera déjà appliquée, quand une mesure est déjà appliquée, le Conseil constitutionnel le dit, le recours est ineffectif. En clair, c'est un pouvoir qui est prêt, si le Conseil constitutionnel valide, à faire adopter des dispositions qui vont empêcher non pas seulement ses oppositions, mais le peuple, tout simplement, d'exprimer par ce droit fondamental ses protestations. C'est potentiellement une muselière contre les plus virulents, y compris dans l'expression orale. Et donc la difficulté du pouvoir de police, c'est qu'il est basé sur des services de renseignement. Et donc oui, bien sûr, on va verrouiller la possibilité de s'exprimer dans la rue. J'ajoute peut-être un dernier point sur la durée, puisqu'on a dans le texte de loi une durée de 1 mois. On ne sait pas si 1 mois c'est renouvelable ou pas renouvelable. Ce que dit le Conseil constitutionnel dans ces cas-là, c'est qu'en réalité, s'il y a un élément nouveau, on peut prendre une nouvelle mesure et jusque sur une durée de 1 an. Et le territoire, ça va être éventuellement tout le territoire français. S'il y a plusieurs manifestations, comme ce week-end, on risque d'avoir Paris et Saint-Nazaire, puisqu'il y a une assemblée générale des Gilets jaunes à Saint-Nazaire, on va pouvoir interdire sur 2 villes, sur 3 villes, sur 4 villes, sur une durée d'1 mois, mais qu'on renouvellera, par exemple, la cause du renouvellement. Un tel a pris la parole dans une assemblée générale. Il a dit qu'il fallait renverser le pouvoir. Renverser le pouvoir égare trouble à l'ordre public. On met une nouvelle mesure sur cette base-là. Vous avez dit les plus virulents, mais on va voir dans des témoignages, y compris par rapport à des militants écologistes qui ont fait ce symbole d'enlever le portrait de M. Macron, que voilà, c'est tous les modes d'action qui sont visés. Et d'ailleurs, sur ce mode-là, on a utilisé, y compris la menace terroriste, pour ce qu'on appelle c'était avant les faucheurs de chaises, et aujourd'hui, ce sont les décrocheurs de portraits de Macron, qui est quand même, on va dire, c'est une manifestation bon enfant, c'est une visibilité à la fois médiatique et d'activiste. Il n'y a là derrière aucun risque à l'ordre public. Quant au vol du portrait d'Emmanuel Macron, on n'est quand même pas non plus sur des sommes qui justifieraient des mesures aussi massive et répressive. Merci Florian Borg. Pendant que votre confrère, également donc avocat Raphaël Kempf, nous rejoint, je me tourne vers Olga Mahmoudi. Vous êtes justement une spécialiste de ceux auxquels le sort de cette liberté fondamentale est suspendu. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Polytechnique Hauts-de-France et vous êtes un peu spécialiste de justement le Conseil constitutionnel. Alors, quel est, j'allais dire, nous on dit souvent qu'il ne faut pas prédire l'avenir, mais on est déjà assez chargé avec le présent dans notre métier, mais quel est votre pronostic par rapport à la jurisprudence de ces dernières années du Conseil constitutionnel? Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le Conseil constitutionnel dans notre République monarchique est une spécialité assez particulière puisque ses membres sont nommés par le président, le monarque élu, et d'autre part par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, qui souvent coïncident avec l'opinion et la majorité du président, en tout cas très souvent, évidemment, s'agissant de la majorité parlementaire. Donc ce sont aussi des nominations assez politiques, avec des anciens premiers ministres, avec des anciens présidents qui peuvent siéger de droit, sauf quand ils sont rattrapés ou par les affaires ou par ça c'est Sarkozy, ou par le grand âge, c'est Jacques Chirac, mais on pourrait les avoir au Conseil constitutionnel sinon. Donc on est devant une jurisprudence, une instance assez particulière. Donc quelle est votre analyse de qu'est-ce que va faire? Vous avez vu le texte, qu'est-ce que va faire le Conseil constitutionnel? Voilà. Alors, j'aurais bien du mal à prédire l'avenir de ce que va faire le Conseil constitutionnel, je crois que c'est demain. En revanche, au regard de sa jurisprudence la plus récente, et notamment au regard de l'ensemble des décisions qui ont été rendues sur la loi de 1955 relative à l'état d'urgence,
on peut être quelque peu pessimiste quant à la portée très protectrice du Conseil constitutionnel des libertés fondamentales, notamment dans les législations qui adoptent cette logique d'exception. Alors, on peut être pessimiste, on peut aussi être un petit peu plus optimiste et considérer que le Conseil constitutionnel va peut-être consacrer le droit de manifester en tant que tel, en tant que droit constitutionnel, puisque jusqu'à maintenant, il est rattaché à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans être explicitement, on va dire, consacré. Donc il pourrait éventuellement, par un espèce de coup d'éclat, ça va être les premières décisions de Juppé, de Mézard, etc. Donc peut-être un coup d'éclat. Nouveaux nommés. Nouveaux nommés. Donc première décision importante des nouveaux nommés. Donc consécration peut-être éventuellement de cette liberté. En revanche, sur le contrôle de constitutionnalité lui-même, si on regarde les toutes récentes décisions du Conseil, notamment celle relative à la pénalisation de l'utilisation de la prostitution, le contrôle de proportionnalité. Expliquez, puisque tout le monde n'a pas suivi. C'est une décision récente du Conseil constitutionnel qui a été rendue dans le cadre d'un contrôle a posteriori, c'est-à-dire une fois que la loi est en vigueur. Donc le Conseil constitutionnel a contrôlé la proportionnalité de cette incrimination pénale par rapport au but de préservation de l'ordre public poursuivi par le législateur. Et en réalité, dans cette décision, que tout le monde peut aller lire, elle est sur le site du Conseil constitutionnel, on voit très bien que le contrôle se limite, c'est la formule d'un autre professeur, mais je la reprends ici, à une formule rituelle. Donc il n'y a absolument pas en réalité de contrôle de proportionnalité qui a été effectué. Donc de deux choses l'une, soit le Conseil constitutionnel reprend cette espèce de formule rituelle qui consiste à dire dès lors que le législateur poursuit un but d'ordre public, de toute façon, on peut difficilement considérer que ce qu'il fait de l'autre côté n'est pas proportionné, puisque le Conseil constitutionnel n'ayant pas un pouvoir d'appréciation identique à celui du législateur, il refusera de rentrer plus dans le contrôle. Soit ils rentrent véritablement dans le contrôle, et auquel cas, pour ce qui me concerne en tout cas, je pense que pour les deux modes d'interdiction individuelle de manifester, c'est-à-dire soit dans une manifestation en particulier, soit dans plusieurs manifestations sur tout le territoire et pour une durée d'1 mois maximum, pour moi, il y a un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, qui est un objectif de préservation de l'ordre public, puisque ce sont bien des mesures de police administrative, donc c'est prévenir un trouble à l'ordre public et non pas réprimer une infraction pénale. Donc il y a un problème sur les critères, puisque ce sont les agissements des personnes au cours de manifestations qui ont peut-être dégénéré, mais le fait que la manifestation ait dégénéré n'est pas de leur fait. Donc ce sont ces agissements qui vont pouvoir, donc sur le fondement, on l'a dit, de note blanche, permettre donc c'est cette interdiction pour une manifestation. Quant à la manifestation prise par le préfet donc pour tout le territoire national, c'est-à-dire concrètement, le préfet des Hauts-de-France peut interdire à quelqu'un qui habite dans les Hauts-de-France de manifester à Paris, à Saint-Nazaire, en Occitanie, où vous voulez, sur le territoire. Donc ça, c'est une dérogation totale à la compétence territoriale habituelle des préfets, qui est limitée à leur ressort territorial de compétence, qui n'est pas national. Donc en cela, moi, ça me semble parfaitement disproportionné, d'une part. Et d'autre part, la justification, alors là, c'est s'il y a des raisons sérieuses de penser que. Donc comment est-ce que quelqu'un peut démontrer qu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il va aller faire telle ou telle chose dans telle ou telle manifestation à tel ou tel endroit du territoire? C'est l'appréciation policière, en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est totalement arbitraire en termes de mise en œuvre, de critères pour mettre en œuvre la mesure. Et ça, à mon sens, le Conseil constitutionnel devrait censurer cet arbitraire-là. Parce que là, on est dans de la mesure de police administrative, dans lequel, si vous voulez, une mesure de police administrative classique, c'est pour prévenir un trouble à l'ordre public qui est tangible, qui est là. On le voit, il est là. Et puis, on voit la personne ou l'activité qui va le causer. Là, on est dans des liens de causalité qui sont tellement distendus en réalité que, on peut interdire, personnellement, c'est ce que je pense, à n'importe qui ou presque d'aller manifester n'importe où ou presque. La question de la proportionnalité est très importante. Vous avez vu cette décision récente d'une cour d'appel, la cour d'appel de Nancy, sur le fichage, sur le refus, de. Allez-y. Donc c'est sur le refus d'une personne qui était en garde à vue, je crois,
Oui, d'être fiché, les empreintes génétiques, etc. Voilà, de donner, ces empreintes génétiques. De rentrer dans tous les fichiers, voilà, comme si elle était un récidiviste criminel, alors qu'elle était, voilà, elle n'était pas criminée. Et du coup, la Cour d'appel dit, là, il y a une disproportion. Hein, c'est ce qu'il faut bien expliquer. Ça veut dire qu'on prend en clair un marteau-piqueur pour écraser, en clair, encore une fois, une liberté fondamentale. Oui. Mais là, alors, il y avait une incrimination pénale parce qu'il était condamné pour des violences, mais en revanche, la Cour a jugé qu'il y avait une disproportion entre l'infraction, et puis je crois qu'il était condamné à du sursis. Donc disproportion entre ce qu'il avait fait, ce à quoi il avait été condamné, et le fait qu'on ait voulu absolument lui prendre ses empreintes pour être fiché ad vitam aeternam, sans avoir aucun moyen quasiment de faire effacer les empreintes au fichier. Bon, vu la composition du Conseil constitutionnel, vu l'attitude, par exemple, d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, pour les manifestations de Gilets jaunes, avec un préfet qui était très répressif, qui maintenant est devenu préfet de police de Paris, donc, alors que son prédécesseur essayait de mettre les freins sur l'usage des LBD, dont on va parler tout à l'heure, il y a de quoi être pessimiste. Alors, encore une fois, honnêtement, je ne sais pas. Alors voilà, ils sont 9 plus Valéry Giscard d'Estaing, qui a l'habitude de siéger dans le cadre du contrôle a priori, parce qu'il ne siège pas dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, parce qu'il ne voulait pas de ce contrôle, donc il ne siège que a priori. Alors, est-ce qu'il nous fera l'immense honneur de venir siéger dans le cadre de cette décision? Ça, c'est pareil, lui ne le sait. Peut-être que oui, on verra demain. Mais sur la composition, en tout cas, je ne tirerai pas de conséquences très directes entre cette composition qui est éminemment politique et ce qu'il va faire, puisque en réalité, c'est une institution dont la composition est politique depuis qu'elle existe. Or, depuis qu'elle existe, l'institution a quand même rendu quelques décisions protectrices des droits et libertés, heureusement. Donc, c'est à eux, en réalité, de nous dire s'ils continuent dans la lignée de ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire, dès lors qu'est en jeu l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'ordre public et de prévention des infractions, eh bien, considérer globalement qu'on ne peut pas contrôler réellement ce que fait le législateur et donc lui donner un blanc-seing quant à l'ensemble des restrictions qu'il prévoit aux libertés individuelles. Donc, soit ils continuent dans cette lignée, qui est quand même une lignée assez forte depuis un certain nombre d'années, soit il marque le coup de manière assez forte par une première décision coup d'éclat ou coup d'éclat, en consacrant la liberté de manifester et deux, en jugeant que les interdictions individuelles de manifester telles qu'elles sont prévues sont disproportionnées à l'objectif poursuivi. Et puis il y a aussi la question de la dissimulation du visage dont on n'a pas parlé et qui là, moi, me semble parfaitement pouvoir donner lieu à tout un tas de dérives, puisque quand on lit la disposition, c'est le règne de l'alternative. Donc tout est où, c'est où. Si vous dissimulez votre visage, en fait, vous êtes un violent potentiel. Oui, c'est en tout ou partie, dans une manifestation ou aux abords de la manifestation, violente ou non violente, peu importe. Alors sans motif légitime, sachant qu'on ne sait pas ce que c'est que le motif légitime, et que qui va pouvoir aller dire au moment où quelqu'un se dissimule le visage s'il a un motif légitime ou non. Puisque ça a vocation à faire l'objet d'applications in situ, c'est-à-dire dans les manifestations, au moment où un policier aperçoit quelqu'un qui se couvre le visage ou quelqu'un dont le visage est entièrement couvert. Merci Olga Mahmoudi. Pendant que Pascal Parceraiello de Mediapart prend votre place, bonne transition ce que vous venez d'évoquer, parce qu'il y a d'autres dispositions donc, dans cette loi. Raphaël Kempf, vous êtes avocat, et comme le font nos collègues de Ballast, qui est une revue en ligne de fond, vous avez fait une interview très longue, très fouillée, où vous expliquez comment, en fait, derrière tout ça, il y a une longue durée où c'est l'action politique qui est de plus en plus criminalisée. Donc, il faudrait être tout nu face au pouvoir, puisqu'on doit donner ses empreintes, on vient de voir, on doit ne pas cacher son visage, et en fait, on ne doit rien faire, et le pouvoir fait à notre place. Donc, du coup, on ne peut plus défendre de nouveaux droits, inventer de nouveaux droits, conquérir de nouveaux droits. Je ne caricature pas. Non, je suis assez d'accord. Alors j'aime bien l'image, effectivement, on doit être tout nu devant le pouvoir. Et c'est intéressant que vous ayez parlé de l'affaire de Nancy,
parce que, à mon avis, c'est une jurisprudence assez isolée. Enfin, j'aimerais bien qu'elle s'inscrive dans la durée, mais il faut savoir qu'à Paris, il y a une jurisprudence dans les chambres de comparution immédiate à la 23e qui consiste, pour les personnes qui ont refusé de donner leurs empreintes digitales au cours de la garde à vue, qui consiste à être envoyées en détention. En général, détention provisoire. C'est une jurisprudence quasi systématique. C'est-à-dire qu'en fait, même si on va défendre des gens qui peuvent démontrer leur identité par un autre moyen, comme avec une pièce d'identité, si ces personnes-là n'ont pas donné leurs empreintes digitales, on va considérer qu'on ne sait pas qui est la personne qui est en face de nous, comme si les éléments et les attributs du corps humain permettaient de percevoir à nu, comme vous l'avez dit, la personne. C'est-à-dire que voilà, on est face au pouvoir dans une espèce de nudité intégrale. Enfin, c'est ce que voudrait le pouvoir. Donc, il y a un petit coup d'arrêt par Nancy, on verra comment ça se passe par ailleurs. Alors, ce que vous développez dans votre entretien, c'est de rappeler qu'en fait, tout ça est, comment dire, une radicalisation du côté du pouvoir, d'un mouvement plus long. Oui. Et en fait, c'est un thème qu'on retrouvera ce soir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, on découvre, à l'occasion des Gilets jaunes, des pratiques qui ont existé face aux quartiers populaires, face au mouvement social depuis 2005, dans les quartiers populaires. Oui, alors, les violences policières, vous en parlerez tout à l'heure. Effectivement, les quartiers populaires les connaissent depuis longtemps. Mais les pratiques policières qu'on a pu voir dans le mouvement des Gilets jaunes ces derniers mois, en fait, il y a eu un certain nombre de pratiques policières illégales. Je ne parle pas des violences, je parle des détentions, des gardes à vue. On l'a compris tout à l'heure en entendant un témoignage d'un policier faisant référence à cette directive du procureur de la République de Paris de placer en garde à vue les manifestants jusqu'à la fin des manifestations. Donc voilà, on a des pratiques que nous considérons comme étant illégales et certaines de ces pratiques illégales sont légalisées par cette loi dite anti-casseurs. Donc d'une certaine manière, la loi qui a été votée récemment et qui sera peut-être validée par le Conseil constitutionnel, est une loi qui aggrave et poursuit les tendances du pouvoir déjà en place depuis le mouvement des Gilets jaunes, mais y compris avant, au cours de manifestations, par exemple, pendant l'état d'urgence, sur le changement climatique, en 2015, les manifestations contre la loi travail, des manifestations par la suite autour, par exemple, de l'élection d'Emmanuel Macron. On a eu quelques manifestations. Et si je peux donner un exemple très concret pour donner à vos spectateurs une idée, à vos lecteurs et auditeurs aujourd'hui, une idée de ce que pourrait faire un préfet. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un préfet? Parce que là, on a dit, voilà, on va avoir des notes blanches, on va interdire de manifester. Alors, je vous donne un exemple. J'ai défendu un jeune homme qui a été interdit de manifester pendant l'état d'urgence. Alors, j'ai contesté cette interdiction administrative de manifester. Ça prend du temps. J'ai eu une note blanche qui faisait état de ce qu'il avait participé à 4 manifestations, sans jamais lui imputer personnellement des violences. Et donc, je dis, ça c'est illégal, il faut l'annuler. Et le préfet, signé au nom de la République française, au nom du peuple français, un préfet signe un mémoire qu'il adresse au président du tribunal administratif en disant « cette personne qui a participé à 4 manifestations peut être qualifiée au sens du code pénal de terroriste ». Donc je ne l'invente pas, j'ai même publié... Elle n'a pas été poursuivie, elle n'a pas été condamnée. Non, elle n'a ni été poursuivie, ni condamnée. J'ai publié sur Twitter un extrait de ce mémoire, de façon anonyme bien évidemment, pour montrer que je pense que le tribunal administratif ne fera pas droit à cette interprétation. Et la décision est à venir. Et heureusement, la décision est à venir. Mais je pense que c'est assez révélateur de ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui, dans une préfecture, va décider d'interdire à quelqu'un de manifester. Voilà, donc c'est un des dangers qui nous guette avec cette nouvelle loi. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, le pouvoir est en train de donner un feu vert à des abus de pouvoir d'un État de police. Totalement. Donc là, on le voit, par exemple, on a utilisé pendant le mouvement des Gilets jaunes une disposition issue d'une loi antiterroriste votée juste après les attentats du 11 septembre 2001. Cet article a été utilisé à la demande de Nicole Belloubet et des procureurs dans toute la France, pas que à Paris, pour interpeller préventivement les personnes qui se rendaient aux manifestations. Et donc cette loi, alors c'est un peu technique, mais prévoit que seuls des officiers de police judiciaire peuvent, par exemple, fouiller votre sac. Donc ça, c'est une garantie pour que, finalement, tout policier ne puisse pas examiner ce qu'il y a dans votre sac et qui concerne votre vie privée. Bien, la nouvelle loi étend cette possibilité-là, y compris à des agents de police judiciaire. Et ce qu'on a constaté depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'un grand nombre de ces fouilles de sacs, alors ça peut paraître anodin, mais en fait, une fouille de sac, c'est quand même l'État qui met le nez dans ce qui vous est propre. Et donc c'est normal que ce soit encadré par la loi. Donc là, on augmente les cas dans lesquels l'État, à travers ses agents, pourra regarder ce qu'il y a dans votre sac alors que vous vous rendez à une manifestation. Et je pense que cette loi, de ce point de vue-là, pose évidemment un problème. Alors l'État est aussi composé de serviteurs de la République et on espère qu'ils sont certains à ne pas oublier qu'ils ont le droit de résister à l'oppression. C'est un droit fondamental qui est dans la Déclaration des droits de l'homme. On va écouter un nouveau
extrait de ces témoignages audio d'un fonctionnaire de police anonyme recueilli par Pascal Pasquariello. Sur l'ensemble des gardes à vue pour les Gilets jaunes, il y a eu énormément de classements sans suite. Sur le commissariat où je travaillais, on tournait aux alentours de à peu près au moins 3/4 de gens qui ressortaient avec un classement sans suite derrière. On est sur des mesures où on va chercher en fait à faire peur aux gens, on va chercher à les dissuader d'aller manifester, on cherche à interdire de manifester tout simplement. À partir du moment où le droit de manifester, c'est un droit qu'on a, à partir du moment où on cherche à nuire à ce droit, on a un gouvernement qui... alors les mots sont peut-être forts, mais qui vire de plus en plus, en tout cas, du côté autoritaire. Et on voit, plus les semaines passent et plus ça s'aggrave, avec la question de où ça va s'arrêter. Votre réaction, c'est un officier de police judiciaire qui parle. Oui, alors il parle de manière anonyme, je le comprends, mais j'aimerais bien que ce policier puisse être cité comme témoin dans le cadre des audiences de comparution immédiate. J'aimerais bien que les magistrats qui jugent depuis 4 mois des Gilets jaunes tous les lundis et tous les mardis, finalement, en jouant le jeu de cette machine, ministre de la Justice, procureur, etc., qui défère des dizaines de personnes chaque semaine en comparution immédiate, j'aimerais bien qu'ils entendent cela, parce que ce que nous avons pu constater avec un certain nombre de confrères et de consoeurs depuis le début de ce mouvement, c'est une forme de démission, si je puis dire, de la part de certains magistrats du siège à l'égard de certains principes fondamentaux du droit pénal. Tout à l'heure, Katia Dubreuil vous a parlé de ce fameux délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences. Donc ça, c'est un délit qui ne punit pas un acte, un geste, mais qui punit l'intention de commettre quelque chose. C'est Minority Report, hein. Exactement. On prévoit ce que vous allez faire. Mais voilà, mais ce délit suppose déjà un groupement, c'est-à-dire plusieurs personnes. Et nous avons vu tous les lundis et tous les mardis depuis 4 mois, des personnes être jugées seules et être condamnées pour groupement. Et des personnes parfois être jugées alors qu'elles étaient interpellées après la manifestation, et être condamné pour groupement en vue de commettre des violences dans une manifestation. Et donc, de ce point de vue-là, c'est 2 exemples très concrets de ce que je considère comme étant un oxymore, enfin des oxymores juridiques. Et malheureusement, les tribunaux, notamment à Paris, n'ont pas mis le haut là, face à cette demande du pouvoir exécutif, à travers son bras armé qui est le parquet, de condamner sévèrement les Gilets jaunes. Merci Raphaël Kempf. Alors Pascal Pasquariello, je me tourne vers toi. C'est toi qui as recueilli ces témoignages. Ils vont être mis en ligne sur Mediapart. Raconte-nous, c'est un policier C'est un policier. En fait, l'enquête est née, plus précisément, on va dire, en décembre 2018, où je me suis posé la question de savoir qui, justement, dans cette chaîne-là, refuser ou pas d'appliquer des ordres qui allaient à l'encontre du droit de manifester. Je me suis dit, est-ce que des magistrats ou des officiers de police judiciaire gardent un peu leur conscience par rapport aux ordres qui leur sont donnés? Et ça a commencé pourquoi en décembre 2018? Parce que j'ai pu assister pour Mediapart et enregistrer avec, je précise, les autorisations du ministère de la Justice, des permanences du parquet à Nanterre. Alors les permanences, c'est le début de la chaîne judiciaire, lorsque les procureurs répondent aux appels téléphoniques des commissariats et décident de la suite à donner, vérifient les infractions, classent sans suite, ou au contraire décident de prolonger la garde à vue et de faire en sorte que la personne soit déférée devant un magistrat, c'est-à-dire présentée à un magistrat. C'est les podcasts, hein, c'est grâce à toi qu'on a inauguré ça, c'est-à-dire un micro au tribunal, et on voit pour la première fois, on entend, mais du coup on sent ce qu'est la justice quotidienne. Et à ce moment-là, en décembre 2018, on est en plein mouvement lycéen. Et la procureure qui est de permanence pour les mineurs me le dit au micro, l'ordre est de déférer systématiquement, c'est-à-dire de placer en garde à vue les mineurs et de les présenter à un magistrat, ce qui est excessivement violent, fort, pour des infractions qui pourraient faire rire si les conséquences ne sont pas dramatiques. C'est au moment où on en met certains les mains sur la tête et à genoux. Exact. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette arrestation. Et là, j'assiste donc à des policiers qui expliquent avoir arrêté des mineurs pour avoir lancé des œufs. Des œufs. Et les mineurs sont déférés, donc placés en garde à vue pour avoir lancé des œufs. Et la procureure me dit c'est un projectile comme un autre. De la même façon qu'un mineur est placé en garde à vue parce qu'il crie dans un mégaphone « c'est la révolution, on va tout casser ». Et là, ils ont dû chercher l'infraction, le motif de l'infraction, puisque l'infraction finalement n'existe pas. Mais pour le justifier, ils sont allés chercher dans la loi de la presse de 1881 pour incitation au crime.
Et c'est vraiment là où commence du coup l'enquête, en me disant mais qui, à un moment donné, garde un peu de conscience par rapport à ce qui se passe. C'est quand même gravissime d'assister à ça. Et la procureure, vraiment, enfin, pour elle, il n'y a aucun problème. Il y a aucun, voilà, ça ne lui pose aucun problème de conscience. Et c'est comme ça, donc, à partir de janvier, j'ai regardé par rapport du côté des OPJ, des officiers de police judiciaire. Et en enquêtant, j'ai rencontré donc l'un d'entre eux qu'on a pu entendre. Et il n'est pas seul, puisque près de 6 OPJ, donc officiers de police judiciaire dans le même commissariat, se sont mis en arrêt. Donc l'ensemble du service qui s'occupe des flagrants délits s'est mis en arrêt en partie et en grande, enfin, pour contester les ordres qui leur étaient donnés. Ce qu'il appelle, que tu le cites, on est obligé d'accepter des instructions illégales. Donc, complètement. Voilà, ouais. Et on fait une sorte de grève par l'arrêt. L'arrêt maladie, on va dire, en tout cas, l'épuisement professionnel. C'est comme ça qu'ils ont contesté ces ordres. Alors, on va pouvoir écouter tout ça comme le micro au tribunal et également c'est plus longuement ce témoignage, mais un dernier extrait que tu as choisi de ce témoignage de ce policier républicain. Pour ma part, donc, je suis arrêté pour plusieurs raisons. Donc la fatigue, ça c'est sûr. Et puis sur une vraie question qui se pose sur le sens de notre métier, sur l'éthique de ce qu'on nous demande de faire, sur le rôle qu'on fait jouer actuellement à la police, qui est un rôle qui est politique, pour faire appliquer des lois qui vont contre les libertés individuelles. Et puis en même temps, une remise en question de ma place au sein de l'institution et de pourquoi moi je fais ce travail-là. Donc oui, c'est une remise en question quand même assez importante. Parce que même dans d'autres services, à l'heure actuelle, vu la manière dont les choses partent, vu le nouveau préfet de police qu'on nous a nommé, je ne suis pas sûr que ce soit dans mon service actuel ou dans un autre, il y a grand-chose qui change, au contraire. Donc c'est un problème. Moi, je pense qu'une police républicaine, elle doit être exemplaire, et qu'à l'heure actuelle, c'est plus le cas. Que tous les fonctionnaires concernés, que tous les magistrats, que tous les policiers, que tous les préfets, sous-préfets, secrétaires de préfecture écoutent ce témoignage.